Bonjour tout le monde et bienvenue à son 11e et dernier épisode du Sim Show dédié à XOXO, la nouvelle ère de la télé-réalité. J'espère que vous allez bien. Comme toujours au début de chacune de mes vidéos, si vous voulez vous abonner à la chaîne, activer les notifications, m'ajouter sur Facebook, sur Twitch ou laisser vos commentaires, tout se trouve en dessous de vidéo. N'oubliez pas surtout de laisser vos commentaires sur les vidéos les plus récents, comme ça je suis capable d'avoir un meilleur suivi par rapport à vos commentaires et de vous répondre le plus rapidement possible. Donc ça fait environ une semaine et demie que XOXO est terminé. J'ai attendu un peu, premièrement parce que ça me tentait pas tant de commenter XOXO. La deuxième des choses, je voulais voir s'il allait avoir comme un après XOXO, pas nécessairement un épisode, mais d'avoir des rumeurs, de voir est-ce que la chaîne a l'air de vouloir ramener la série, est-ce que les couples ont déjà été mis au placard et au déchet, je pourrais plus dire. Euh, J'avais le goût d'attendre un peu. Finalement, rien n'a l'air de s'être produit. Je me suis pas tenu non plus au courant de façon intensive. Mais on peut dire que le show s'est terminé et qu'on n'entendra probablement plus parler des joueurs qui en ont fait partie. Là. Il y a des grosses chances. Donc, je vais vous faire un petit récapitulatif et je vais répondre à une question d'un d'entre vous qui a été super pertinente dans le contexte. Je pensais peut-être même garder cette question-là durant mes questions-réponses, mais finalement, je l'amène dans cette vidéo aussi. Donc, la finale de XOXO. Malaise, malaise, malaise. Ça en était drôle. Sincèrement, c'est le genre de finale que tu veux pas avoir. Que tu aies des conflits entre les joueurs, tu te dis c'est normal. Il y a de la frustration, il y a des joueurs qui se sentent trahis, il y a des joueurs qui veulent avoir une certaine rédemption. C'est normal. Mais là, le malaise était palpable, mais de tout bord, tout côté. Autant pour Olivier Primo, Carrie, Elisabetta, Anouk, les joueurs. On sentait le malaise complet sur le plateau. Puis, et ça, c'est comme pas normal, en mon sens. Là. Les conseillers auraient dû être au-dessus de la mêlée. Les points qu'Anouk lançait, on voyait qu'elle essayait de créer de la merde d'une certaine façon. Bien fait, là, en mon sens. Ses commentaires envers Selma Rose étaient délicieux. Je veux dire, c'était intéressant à voir, mais ça démontre le niveau de bassesse que le show était rendu. Moi, à mon sens, c'est ce que cette finale-là m'a montré, c'est que, genre, pour que tu aies besoin de tout ça pour rendre ton show intéressant, c'est que ton show, il était plate en tabarnak. Puis, moi, dans ma tête, c'est la simplicité même par rapport à ça. Donc, on a eu des malaises, comme je dis, Selma Rose avec Manuel, on voyait que Selma Rose, elle essayait de défendre d'une certaine façon Manuel, mais elle était comme, elle a jeté l'éponge. On voyait que Manuel, il avait il avait posé certaines actions durant le show, puis Selma Rose essayait juste de gagner sa finale. Sincèrement, c'était le sentiment qu'on avait. Et si on avait vu un peu plus Nathan et Cindy Anne durant la saison, je pense sincèrement que Selma Rose Manuel aurait été en danger avec cette finale-là. Parce que durant la finale, ils ont vraiment pas bien paru. Sérieusement, c'était pas super. C'était pas censé, en mon sens, être le couple qui gagne. Je pense qu'il y a eu, premièrement, une haine envers Olivier Primo. Du public. Fait que ça l'a désavantagé Nathan Sindian. On n'a pas tant vu Nathan Sindian non plus. Ça a donné la victoire à Selma Rose et Emmanuel, mais je pense que ça les a donné par défaut. Pas parce qu'il avait été extraordinaire, mais parce que les astres se sont enlignés pour les récompenser de la victoire. En mon sens, est-ce qu'il le méritait? Non. Est-ce que je suis content qu'il l'ait eu? Non. Mais est-ce que globalement, je suis frustré ou autre? Sincèrement, ça me laisse quasi indifférent. Je vous l'avais dit un peu dans le dernier épisode. C'est une situation où
c'est une télé-réalité qui laissait tellement indifférent. On s'en fout de qui gagne. C'était rendu à ce stade-là. C'était même plus intéressant à voir. On l'a vu un peu, comme je disais un peu plus tôt, avec la finale, qui ont été obligés de piquer pour créer quelque chose. Globalement, ça a été ça. Ça a été une soirée de malaise. On a eu quoi comme malaise? Je n'ai noté plusieurs. Je vais en skipper beaucoup parce qu'il y en a on s'en calisse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un peu ça pareil. Un point que je voulais ramener, c'est Elisabetta. Elisabetta, je t'adore. Probablement que tu verras pas cette vidéo-là, mais tu sais, je t'adore. Sincèrement, toute la saison, j'ai été en arrière de toi. J'ai trouvé que tu te battais. Je suis fier d'une femme comme toi, accomplie, qui est capable de mettre son poing sur la table, qui est capable de tenir tête à un gars comme Olivier Primo, qui méprise un peu les femmes, qui les rabaisse à un autre niveau, qui se pense supérieur par rapport aux femmes. J'ai toujours donné le crédit là-dessus. Et je te le donne encore aujourd'hui. Mais la finale, je trouve tellement que tu as gâché qu'est-ce que tu avais créé durant la saison, l'image que tu avais projetée durant la saison, juste avec ce que tu as fait en finale. Deux choses contradictoires que tu as faites, que je respecte moins. La première, tu t'es attaqué à Nathan. Là, on s'entend que tu n'as plus aucun enjeu en finale. On s'entend que tu peux plus gagner. Je comprends que tu détestes Olivier Primo et que tu veux le voir perdre. Mais tu t'en es pris à Nathan et son côté stratégique. C'est un jeu vierge. Le gars, il a essayé de jouer sa game pour se rendre plus loin. Tu peux-tu y donner le crédit? Toute la saison, tu as essayé quand même, de certaines façons, de t'en sortir, de faire des magouilles avec Carrie puis des choses comme ça. Ton élimination de Maxime a été basée sur la stratégie en tant que conseiller. Tu peux-tu ne pas venir me faire chier avec le fait que Nathan a été stratégique pour essayer de gagner la game? T'sais, je veux dire, t'avais pas un couple plus fake. Oui, t'avais des couples plus fake. Mais t'avais pas de couple en finale plus fake que Manuel et Selma Rose. Et tu t'en vas bâcher le fait que Nathan a été stratégique parce qu'il y a quoi? Il n'a pas été viraillé d'un bord et de l'autre. Il a essayé de protéger Cyndiane tout en essayant de faire éliminer les autres gars. Il a joué la game de XOXO, là. Et là, tu m'amènes l'aspect stratégique par rapport à Nathan. Puis si t'étais l'exemple de la pureté incarnée là-dedans, je dirais, bon, ben ok, ben, on n'a pas la même vision du jeu. T'as une vision qui est beaucoup plus amoureuse et romantique de la chose, puis tu sais, c'est cute, puis on n'a pas la même vision, mais je respecte ta vision. C'est comme ça que je le verrais. Et là, on apprend que quelques jours avant la finale, tu as utilisé je pense que c'est ton Twitter, Instagram, ou en tout cas, peu importe, ton média, pour poster l'image de Max qui embrassait une autre fille dans le dos d'Amélie pour nuire à Olivier Primo. C'est pas de la stratégie d'une certaine façon, c'est quoi? T'as utilisé des joueurs qui étaient même plus dans l'aventure. T'as utilisé les sentiments d'une fille et le pire, c'est que durant ta finale, t'as eu l'air de t'en colisser d'avoir fait ça, là. C'est comme, ouais, ben là, je voulais nuire à Olivier, c'était contre Olivier. Ouais, tu t'es pas excusé envers Amélie. Puis même si, oui, on le considérait que c'était fake, ce couple-là, que Maxime niaisait peut-être Amélie, peut-être qu'Amélie avait vraiment des sentiments pour Max, mais tu t'en es crissé, tu t'es même pas excusé, t'as justifié ton geste par rapport à ce que t'avais fait pour nuire à Olivier Primo, pour le faire mal paraître encore. Et ça, à mon sens, c'est qu'à un moment donné, décroche. Olivier Primo avait déjà été mal vu à TV, il avait déjà l'air d'un cave sur un paquet d'affaires. T'as pas besoin de te rajouter ça et t'as agi de façon stratégique. Fait que quand tu viens blaster Nathan sur sa stratégie, alors que c'est lui le joueur, c'est lui qui peut gagner le prix à la fin, là. Puis toi, tu gagnes absolument rien à part flatter ton ego.
Ben sérieusement, ça m'a fait chier de t'avoir fait faire ça. Puis ça enlève absolument aucune autre qualité que je t'ai donnée par le passé, mais lors de la finale, ça a eu l'air épais, ça a eu l'air cave, puis je te donne, malheureusement, lors de la finale, je peux pas te donner aucun crédit. Je pense que tout ce que tu as fait a été de la scrap. J'ai pas eu de respect pour ce que tu as fait. Que tu t'enlignes sur un bord ou sur l'autre, si tu avais donné le crédit à Nathan, de dire écoute, tu as joué stratégique, moi là je joue stratégique, je voulais nuire Olivier parce que je voulais voir Carrie gagner, je dirais écoute, au moins ta vision se tient, c'est une ligne droite. Tu respectes un joueur stratégique, tu es stratégique, parfait, il n'y a pas de problème. Tu critiques Nathan sur sa façon d'être, mais tu agis de façon humble, noble, ben là j'aurais dit ok, ben t'aimes pas les stratégiques, parfait, il n'y a pas de problème, ta ligne de pensée est droite. Mais dans le fond, tu joues ces deux tableaux, tu traites Nathan d'hypocrite d'une certaine façon par rapport à ça, mais tu fais pire parce que tu utilises des vrais sentiments de vrai monde qui sont même plus dans le jeu pour servir tes intérêts. Et ça, j'ai pas aimé ça. Ça, sincèrement, Elisabetta, je te donne un gros zéro là-dessus. Puis, on peut avoir la satisfaction que tu l'as fait pour nuire à Olivier Primo, mais t'avais pas besoin. T'avais aucun besoin. Tu sais, c'est comme... Tu sais, je veux dire, un boxeur qui vient de mettre son adversaire KO a pas besoin d'aller le varger sur le sol pendant qu'il est en train de baver du sang puis d'être complètement dans les vapes. T'as pas besoin de faire ça. C'est... Non, j'ai pas aimé ça. Sincèrement, Elisabetta, j'ai vraiment pas aimé ça. Ton comportement lors de cette finale-là, ça, non, j'aimerais ça exprimer la frustration que j'ai eue, la frustration réelle quand j'ai vu l'épisode. Puis je pense que c'est parce que je défendais beaucoup Elisabetta depuis toute la saison, puis je me suis dit, man, pourquoi qu'elle fait ça? Pourquoi qu'elle a eu besoin de faire ça? Puis comme je dis, utiliser Max puis Amélie, c'est non. C'est non. Ils sont plus dans le jeu. Si tu avais eu une chance de gagner, ton couple avait été encore là, et que Max et Amélie avaient été encore là, j'aurais pas trouvé ça super brillant, mais j'aurais dit, c'est stratégique, elle veut miner les autres couples, parfait, il n'y a pas de problème, je respecte ça. Son but, c'est que son couple gagne. Tu peux même plus gagner. Tu n'es même plus dans la course. Ça donne quoi? Moi, c'est comme d'arriver puis que tu seras en série de la finale de la Coupe Stanley, deux équipes qui se battent, puis l'équipe qui a été éliminée par une des autres en demi-finale commence à poster des images ou à dire ouvertement qu'un des joueurs de l'équipe qui l'a battu, ah ben, il y a une blessure au genou, ou il trompe sa femme, ou puis il essaie d'y donner de la merde rendu en finale. T'as été battu. Crisse-nous patience. Je pense que sincèrement, Elisabeth, là-dessus, t'as pas été forte. Puis je pense que t'as terni ton image. Évidemment, il n'y a plus beaucoup de monde qui écoutait XOXO. Je pense que la répercussion a été moindre de ce côté-là. Mais tu as perdu beaucoup de crédibilité de la façon que tu l'as faite. J'espère que c'était juste émotif, c'était impulsif parce que ça te faisait chier par rapport à Olivier Primo. Mais même à ça, en mon sens, c'est pas une excuse. Donc, je voulais clarifier le point d'Elisabetta, c'était important à mes yeux. Après ça, on a eu... Bon, Nathan, là, ce qu'on a compris un peu lors de la finale, c'est que Nathan était très stratégique. On n'a pas vu tant que ça de Nathan. Je pense que Nathan aurait gagné beaucoup de points à être vu de façon stratégique. De voir qu'il essayait de se faufiler, de créer de la merde, que c'était volontaire. Peut-être qu'il ne disait pas, peut-être qu'il n'y avait pas de confessionnal où il disait « Oh mon Dieu, j'ai créé de la merde » ou n'importe quoi, puis il essayait toujours de jouer la petite brebis. S'il a fait ça, bon, il mérite le sort qui est réservé. Mais s'il a vraiment été stratégique, c'était réfléchi et qu'il a mis en œuvre ses plans, je pense que le fait de ne pas montrer cet aspect-là a nuit grandement aux chances à Nathan. Je pense que c'est lui qui aurait gagné. Sincèrement, je pense que Nathan aurait pu gagner avec Cindy Anne. C'était crédible comme relation. C'était plus sain en termes de relation parce que
moi, j'ai toujours eu l'impression que Nathan se battait pour Cyndiane depuis des semaines. Tu sais, je veux dire, il se battait pour conserver sa relation. Puis, d'un côté, ils disent, ouais, mais ils font juste se minoucher, c'est plate à TV. Oui, mais c'est comme votre but. Puis là, on va switcher sur mon autre sujet. Votre but, c'est de faire un couple. C'est quoi, là? Vous voulez absolument que le gars trompe sa blonde? Vous voulez absolument qu'il y ait de la merde entre les deux, qui chicane, qui se pogne, puis s'envoie chier? Vous critiquez Nathan qui essayait de faire de la merde stratégiquement envers les autres, mais qui était cute dans sa relation. Moi, sincèrement, si tu veux une histoire de couple dans une télé-réalité, ben je préfère de loin un chevalier servant qui va protéger sa princesse, puis qui va se battre avec tous les autres chevaliers autour, qu'un gars qui va être un chevalier servant puis qui va se pogner avec sa princesse à tour de bras. Tu sais, je veux dire, si tu y vas avec ta logique de merde que tu essaies de faire un couple dans une télé-réalité, ben vas-y au moins avec une logique qui est cohérente. Vierge. Non, faut de la merde. Mon Dieu que c'était intéressant de voir Manuel brailler sur son père qui est décédé. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, Manuel, il a été extrêmement malchanceux par rapport à la mort de son père. Ça lui a emmené de la sympathie en arrière. Mais c'est bien plate ce que je vais dire. Mais ça serait arrivé à Nathan. Nathan aurait eu le même genre de sympathie. Ça a été de la loque qui est arrivée par rapport au jeu. Pas dans sa vie. Je le sais que c'est malheureux. Mais ça a été quand même un événement qui était imprévisible. Là, on essaie de juger le jeu en tant que tel. Ben, Manuel a été un trou de cul dans le jeu. C'est bien de valeur. Ça a été comme ça. Il est allé coucher avec Manuela. Il s'en est collissé de Manuela par après. Même Manuela je pourrais dire, l'a rabroué là-dessus, sa finale. Il a pas été honnête. Il a pas été... Puis c'est comme, oh, c'est bien plus intéressant à voir. Chris, ton but, c'est de faire un couple. C'est bien de valeur. Nathan Cyndiane, c'était un couple. T'as beau le trouver plate. Ils l'ont joué la game comme il devait la jouer. Nathan a essayé d'éliminer les joueurs qui étaient autour de lui. Puis quand il était avec la fille qu'il aimait, ben il la minouchait, il l'embrassait, il la prenait dans ses bras, puis il n'y a pas eu de drame. Ben c'est ça une relation de couple. C'est censé être ça une relation de couple saine. Fait que tu viens de me dire que c'est plate à TV, tu t'attends à quoi? C'est ça ton but. C'est ça que tu fixes comme but principal. Fait que cette vision de marde-là me fait chier. Ce qu'ils ont essayé de vendre en finale, de dire « Ouais, mais il était plate. » Asti, ben faites pas de coupe! Ou critiquez pas au moins Nathan qui a essayé d'éliminer les autres joueurs, puis de faire de la merde dans les autres coupes. Lui, au moins, il a joué à la game rendu là. Qui était plate avec Cyndiane, bon, ben ça vous fait peut-être pas plaisir, mais c'est ça ton but de jeu. Fait que de ce côté-là, ça aussi, ça m'a fait vraiment chier lors de la finale. C'est un tu sais, je veux dire, c'est contradictoire comme commentaire. C'est contradictoire par rapport à la vision qu'ils sont censés avoir. On voyait aussi qu'Olivier Primo, c'était pas le couple qu'il voulait voir en finale. Je vous disais, ben, si Olivier Primo, son orgueil est démesuré puis il veut gagner, il va être capable d'acheter la victoire. Il l'a pas fait. Félicitations à lui. Je suis content qu'il ait joué probablement fair là-dedans. Mais c'était pas le couple qu'il voulait voir en finale. Il aurait peut-être forcé plus, comme exemple Maxime Amélie. Il aurait peut-être mis le poids pour les voir gagner. Jake, Léane, peut-être aussi, il l'aurait peut-être fait. Nathan, Cyndiane, c'était un couple qui le laissait complètement indifférent. Il en a jamais vraiment parlé. Fait qu'il a pas mis l'accent sur eux autres. Il a pas essayé de les booster d'une façon ou d'une autre. Ben c'est ça. C'est le speech contradictoire que les conseillers puis que tout l'ensemble du jeu amenait, mais que dans le fond, c'est pas vraiment ça qu'ils veulent. C'est comme... C'est épais. C'est vraiment épais. Moi, j'en reviens pas. T'sais, au moins, le mérite d'Occupation Double, c'est que ils vont quand même essayer de préserver les couples jusqu'à la fin, même si ça peut nous faire chier. Ils vont quand même essayer de le faire. C'est ce qu'ils ont fait cette année avec Occupation Double. Fait que
même si le concept est plate, il laisse entre les mains du téléspectateur de décider, bon, ben, quelle coupe vous voulez vraiment voir gagner. Mais eux autres, ils poussent peut-être trop loin l'histoire de coupe. Mais XOXO essaye de se vanter, c'est l'histoire de couple, mais il préfère un couple qui est dysfonctionnel parce que c'est le fun à la TV, versus un couple qui est plus sain parce qu'il est plate. Man, t'as pas. Tu sais, je veux dire, viens pas me faire chier avec ton concept de couple, là. Sincèrement, viens pas me faire chier avec ça parce que t'es complètement dans le champ quand tu me vends ça. Tu sais, en tout cas. Les affaires d'histoire de couple, hein, vous le savez, hein, je suis pas capable. Fait que. Ça fait le tour un peu de mon analyse de la finale. Beaucoup de malaise, beaucoup de frustration de ma part parce que, moi, à mon sens, il y avait des joueurs qui ont. Tu sais, je prends Justin qui avait l'air complètement dans. Tu sais, il essaye de se défendre à tout prix. Tu as eu des joueurs qui ont essayé vraiment d'avoir un spotlight sur eux autres. Ça avait l'air désespéré, leurs affaires, de la façon qu'ils l'amenaient, des commentaires qu'ils donnaient. Je pense que t'as d'autres joueurs qui l'ont compris, ils ont essayé de prendre le trou, de fermer le gueule, puis de rester vraiment à l'écart. Je pense que ça a été un peu mieux. Mais non, globalement, moi, à mon sens, une finale de merde qui exprime vraiment une saison de merde. Ça a été une télé-réalité qui était mal montée, mal pensée, mauvais casting. Peut-être pas mauvais casting. Je pense, mauvaise configuration de jeu par rapport au casting qu'il y avait. Je dirais peut-être plus ça. Le casting, c'est dur à dire à ce moment-ci. C'est dur de l'analyser parce qu'il était tellement dans une saison bizarre que, je sais pas, peut-être que ça l'a... le casting aurait été bon dans quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y avait des joueurs quand même qui pouvaient se démarquer là-dedans. Je pense qu'il y avait des joueurs qui avaient du potentiel, mais le potentiel n'a juste pas été exploité. Mais je pense sincèrement que oui. Donc, on en arrive à la question de Michel S. qui nous arrive et qui m'a posé la question scénario hypothétique. Catastrophe pour toi. TVA ramène XOXO pour une saison 2 et il t'embauche comme unique idéateur de la série. Quels sont les changements que tu amèneras à l'émission pour la rendre intéressante et divertissante? Bon. C'est certain que ma première réponse, vite comme ça, c'est il faut pas qu'il y ait d'histoire de couple. Je veux dire, faut pas que ça soit basé sur des relations de couple. Sincèrement, faut pas que ça soit basé là-dessus. Pour que tu ailles chercher en fait, pour pas niaiser le téléspectateur, puis pour dans un souci de légitimité, faut pas que tu aies d'histoire de couple. Évidemment, si XOXO revient, ben logiquement, ça va être encore des histoires de couple. Fait que je vais écarter la solution de on n'a pas d'histoire de couple, mais c'est sûr que je commencerai par là. Moi, personnellement, je commencerai par ça. Mais ça n'arriverait pas dans XOXO. Donc, je vais y aller avec l'histoire de on conserve le potentiel de couple. L'idée de couple, même si c'est une idée de merde. Bon. Premièrement, une des erreurs qui a été faite cette saison-ci, c'est que vous avez des conseillers qui sont censés être là pour former des couples. On s'entend, le but c'est de former des couples. Mais vous avez des conseillers que la seule chose qui s'occupent, c'est de faire des parties. Eux autres, c'est des activités, c'est des showman, des showwomen, c'est du monde qui organise des événements. Organiser des événements ne veut pas dire que tu es bon pour matcher du monde ensemble. On s'entend. L'analyse que tu en fais du matchage puis tout est pas là. Fait que moi, j'irais beaucoup, premièrement, d'aller chercher des gens, si mettons tu gardes le concept de voyons, de Carrie, Olivier, Elisabetta, là, mettons, les conseillers. Excusez, je cherchais mon mot. Donc, des conseillers. Si tu gardes le concept des conseillers, tu vas chercher des gens qui sont beaucoup plus proches du domaine du matchmaking. Tu vas soit chercher des gens qui ont fait leur preuve, soit sur des affaires de... par exemple, des gens qui ont bâti des réseaux de rencontres.
Tu vas chercher des gens qui donnent des conseils de cruise. Tu vas chercher des gens, tu sais, des gens un peu plus axés sur le domaine de la séduction, des relations. Là, ça peut être intéressant de voir la nuance entre, exemple, je sais pas, moi, un sexologue ou même quelqu'un comme, je vais prendre un exemple, puis je le lance comme ça, mais tu sais, tu vas chercher quelqu'un comme le Doc Mayou. Écoute, c'est sûr que ça va faire de la merde juste par sa présence, son analyse des couples. Puis c'est pas parce que je voudrais avoir le Doc Mayou nécessairement, mais tu vas chercher ce genre de personnage-là. Là, tu peux toujours mettre un deuxième conseiller on the side ou un qui organise des événements pour ce conseiller-là. Ça peut être une ouverture. Un peu comme la voix le fait. Parce que le problème de XOXO, puis je vais finir mon point, je vais revenir avec ce problème-là après. Fait que moi, je structurerais mieux l'idée des conseillers. Les conseillers doivent avoir plus de pouvoir, doivent avoir plus de connaissances dans ce domaine-là et doivent avoir aussi de la latitude. Puis ça, je vais revenir, je vais décortiquer un peu plus mes points. La raison pourquoi que je dis par rapport au concept, c'est que une des erreurs que XOXO a faites au départ, en mon sens, c'est de la façon qu'il s'est vendu. XOXO s'est vendu comme si c'était un nouveau style de télé-réalité. C'était vraiment révolutionnaire, que c'était une façon différente de penser. Le problème, c'est que c'était pas ça. XOXO, ce qu'il a fait, c'est qu'il a repris des bonnes idées d'un paquet de télé-réalités, il les a mixées ensemble en essayant de faire un melting pot de marde avec ça, puis de dire que c'était de la nouveauté. Mais c'est pas vrai. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Tout ce qui est les affaires des conseillers, ben ça vient de la voix. Les affaires de matchmaking comme ils font là, il y a un peu d'occupation double, il y a un peu de bachelor aussi aux États-Unis, bachelor, bachelorette. Ils ont été vraiment, par rapport aux événements aussi, il y a eu des téléréalités par rapport à des événements, des choses comme ça. Fait que de ce côté-là, ils n'ont pas vraiment rien révolutionné. Ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau avec l'ancien. Ça a été ça. Donc, ils se sont très mal vendus. Le côté marketing du show a été très mal pensé, très mal fait. Donc, tant qu'à avoir fait un show comme ça, on va l'assumer comme il est à l'heure actuelle, c'est-à-dire un mix de plein d'affaires. Puis on va essayer de voir où est-ce qu'on est capable de l'enligner excusez-moi, d'une meilleure façon. Donc, comme je vous disais, les conseillers, ça c'est probablement une des bases. Si tu veux conserver des conseillers, tu as ça. Deuxième des choses, c'est certain que le problème d'avoir une tonne de filles pour quelques gars, moi, à mon sens, c'est réellement de la merde, ok? Ça va à l'encontre des femmes, ça va à l'encontre des gars, à l'encontre des gars. Pas tant à l'encontre des gars, mais ça reste quand même que t'as pas une image fidèle d'une situation. Tu sais, si t'as 5 gars, 5 filles qui se rencontrent, parfait, tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir des matchs, il y en a qui se matcheront pas ensemble, mais ça fait partie de la game. Et là, ça m'amène sur l'autre point que je réviserais, c'est que moi, je ferais, à ce moment-là, des penthouse mix. Autant de gars que de filles dans chaque penthouse. Et là, pour amener l'autre niveau de stratégie, c'est-à-dire que ton conseiller choisit ses gars, choisit ses filles qui vont être chacun dans le penthouse. Et là, à ce moment-là, pour donner du poids, mettons, aux événements par rapport à ce qui a marché le plus, que le monde a aimé le plus, là, ce que tu fais, c'est que, exemple, ton conseiller qui a été le plus apprécié ou qui a gagné ou peu importe, a la possibilité, et puis ça il peut y avoir plein de choix là-dedans, il peut y avoir plein de possibilités, mais exemple, d'échanger un joueur ou une joueuse par rapport à une équipe adverse. Donc là, à ce moment-là, tu dis, moi, tel gars, il ne fit pas dans mon groupe, il ne se matche pas avec les filles. Mais aller voler un autre joueur que je le sais qu'exemple, une des filles de mon groupe trouve à son goût, mais aller y voler. Lui, il n'a pas réussi son activité, fait que je suis capable d'y voler qui je veux. Je donne l'amener dans mon groupe
et il va vivre dans les penthouses avec le groupe de filles que j'ai actuellement, puis avec les autres gars. Puis moi, je me débarrasse du gars qui était le plus faible, mettons. Ou ça peut être la même chose par rapport à une fille. Fait que là, le conseiller a vraiment un aspect stratégique qu'il peut échanger ou obtenir des pouvoirs. Par exemple, de dire j'ai été le plus populaire cette semaine par rapport à mon activité. Je suis capable d'immuniser un couple, mettons, dans mon groupe. Je suis capable d'immuniser qui je veux. Je peux garder mon immunité. Je peux garder. Fait que là, tu amènes tout l'aspect stratégique en arrière de tout ça par rapport au conseiller. Fait que là, tu as la réflexion du conseiller personnellement qui peut faire des choix cruels, qui peut arriver puis être poussé dans une situation où ce que il faut qu'il choisisse entre certains membres de son groupe réellement d'un coup qu'il y a une élimination ou d'un coup qu'il y a quelque chose. Là, à ce moment-là, tu pourrais ramener l'aspect stratégique de dire, bon, ben écoute, mettons le groupe que son activité a le moins marché, que son activité a été la plus poche, peu importe, fait en sorte que c'est lui qui va se faire, qu'il faut qu'il élimine quelqu'un dans son groupe. Tu as plein d'idées comme ça, plus stratégiques, qui pourraient emmener les conseillers à avoir un rôle plus important par rapport à leur groupe et d'amener de l'importance dans les événements qu'ils font, d'amener aussi un shift dans les groupes, que là, tu es capable vraiment de... Tu sais, quelqu'un qui ne sera pas important dans un groupe pourrait le devenir dans un autre. Fait que tu as toute cette dynamique-là qui pourrait être changeante plutôt que de prendre la bande de gars puis de les laisser butiner d'un bord puis de l'autre, puis que les filles sont obligées de s'accrocher à eux autres comme la misère sur le pauvre monde parce qu'ils veulent pas se faire éliminer. Ben là, à ce moment-là, au moins, tu aurais vraiment la possibilité que les filles pourraient vraiment choisir la personne qui leur plaît le plus. Fait que là, tu gardes le concept un peu plus, justement, stratégique, mais en même temps de couple. Puis, tu es capable d'évoluer comme ça. Tu peux avoir une joueuse qui dit, ben finalement, j'aimerais être dans un autre groupe. Fait que son chef, son conseiller pourrait la shifter, pourrait négocier avec un autre conseiller pour obtenir quelqu'un en échange. Peu importe. Ça peut être quelque chose qui peut être intéressant de ce côté-là par rapport au conseiller. Les éliminations, le fait en fait, non. Je vois, avant d'aller ces éliminations, le fait de rentrer des joueurs plus tard, j'en ai parlé à Occupation Double, j'en reparle avec XOXO, c'est un gros non. Quand tu rentres des joueurs plus tard, oui, ça change ta dynamique, mais quand ça change ta dynamique, c'est parce que ton jeu était à chier au départ. Tu sais, moi, à mon sens, comment se fait-il, je vais vous donner cet exemple-là, comment se fait-il qu'il y a des téléréalités comme Survivor, Amazing Race, Big Brother, là vous parlez du trio de tête de la télé-réalité américaine, t'sais, vous parlez du trio de tête de télé-réalité qui existe depuis quasiment, qui existe depuis 18 ans, là. Je veux dire, Big Brother puis Survivor, ça fait 18 ans que ça existe. Amazing Race, je suis plus sûr si ça fait 17 ans, mais en tout cas, bref, qui ont des codes d'écoute encore d'enfer, qui trônent encore à tête des téléréalités aux États-Unis, ils rentrent jamais personne de nouveau en plein milieu du jeu. Big Brother, ils ont déjà rentré des exclus. Ils ont déjà eu des twists de jumeaux. Que le jumeau rentrait, mais que dans le fond, pendant tout le jeu, il a été présent. Survivor ont déjà eu une saison où ils ont rentré des éliminés, les Outcasts dans la saison 7, mais ils n'ont jamais rentré, jamais personne en plein milieu du jeu. Pourquoi? Parce que les jeux sont intéressants, parce que la dynamique de jeu n'a pas besoin de rentrer du monde après coup. Quand tu as besoin de rentrer des nouveaux joueurs, c'est parce que tu as l'impression que ton jeu va être endormant, va être plate. Tu rentres un nouveau joueur, tu fais comme « Oh, ça va shaker les affaires ». Mais si tu as besoin d'un nouveau joueur pour shaker les affaires, c'est parce que tu n'es pas dans la bonne direction. C'est parce que tu ne fais pas ta télé-réalité comme du monde. Si des shows comme Survivor, Big Brother, Amazing Race ont été capables de toffer aussi longtemps sans jamais rentrer quelqu'un en plein milieu du jeu, ben ça vous donne une idée. Hein? Je veux dire, si eux autres n'ont jamais eu besoin, pourquoi que nous autres, on serait plus caves qu'eux autres? Pourquoi que nous autres, ça marcherait moins qu'eux autres? C'est parce que dans le fond, les concepteurs de télé-réalité au Québec, les gens, en tout cas,
Malheureusement, les gens que j'ai côtoyés un peu dans ce domaine-là ont une vision court terme de leur jeu. C'est-à-dire que quand ils commencent une saison de télé-réalité, ils voient, mettons, leur première semaine. Ah, ben la première semaine, on va faire ça, 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 ça. Bah, c'est cool. Qu'est-ce que tu fais la deuxième semaine? Ben, on va voir durant la première semaine, puis on va s'ajuster. Non! Ça ne fonctionne pas comme ça. Faut que tu aies une vision long terme pour dire, OK, voici mes plans de... Si, mettons que j'arrive et que je commence à avoir des problèmes de dire, oh, le jeu commence à être plate, je suis capable de shifter du plan A au plan B, au plan C, au plan D, au plan E, au plan F, et d'avoir vraiment des stratégies pour shifter la dynamique des coupes, des joueurs, peu importe, pour arriver puis faire comme, wow, t'as peu là, on est ébranlé, et là que ça crée de la merde, ça crée de la tension, ça crée peu importe ce que tu crées là-dedans, ça crée autre chose. Ça peut être intéressant. Sauf que vu que tu as une vision à court terme, bien souvent, là, ils font le méthode de base, se rendent compte que c'est plate, puis c'est comme, attends un peu, Chris, là, on n'a plus d'idée, comment qu'on ferait ça? Comment qu'on pourrait faire ça pour que ça... Ah, on va rentrer quelqu'un. En rentrant quelqu'un, il faut que le public le découvre. Tu sais, le temps que le public le découvre, man, ça va être intéressant, tu sais, on va... Non, ça l'est pas! Oui, ça l'est parce que ton show, c'est de la merde! Mais pas parce que c'est intéressant de voir quelqu'un rentrer en plein milieu du jeu. Puis cette saison avec Occupation Double, on l'a vu, ça a été magnificent. Tout le monde, ou presque, qui a été rentré en plein milieu du jeu, ont tous été éliminés. La même semaine. Il y a eu Jessica qui s'en est sortie parce que Renaud s'est collé après. Si Renaud ne se collait pas sur Jessica, puis oui, ça l'a créé du show à cause de Maud, ça l'a créé. Mais ultimement, si Renaud ne se collait pas sur Jessica, tous les nouveaux joueurs se faisaient éliminer à la première semaine de le présence. Ça t'a donné quoi comme show? Ah ouais, ça a été super. C'est... Moi, à mon sens, c'est mieux de rentrer tous tes joueurs au début. Et comme ça, tu es capable, tu apprends à les connaître. Tu donnes la possibilité au public de s'attacher à certains joueurs. Tu permets au public de créer un lien, de dire, oh, cette personne-là me ressemble un peu plus, cette personne-là... En les rentrant en milieu de jeu, ton sentiment d'appartenance n'existe pas. Puis malheureusement, dans une télé-réalité, le sentiment d'appartenance ou le sentiment d'appréciation du joueur est super important. Au-delà du concept du jeu, au-delà de la production, au-delà de n'importe quoi, le sentiment d'appréciation d'un joueur, c'est ce qui fait 80% d'une télé-réalité. Et ça, les gens de la production ne le comprennent pas. C'est pour ça que la majorité des gens de la production ne comprennent toujours pas pourquoi moi ça a bien fonctionné dans Love Story 4. La production de OD présentement ne comprend pas pourquoi Jonathan Maud était le couple favori, parce qu'ils vivent dans une bulle. Ils vivent dans le concept de dire pourtant notre concept il est bon, pourtant les histoires de couple c'est intéressant, pourtant on les a offert des twists, le fun. Mon Dieu, pourquoi que le monde se révolte parce qu'on a éliminé Jonathan Maud? C'est pas un couple. Ils n'ont pas compris la base qu'une télé-réalité, c'est les gens qui en font partie. On l'a vu aussi à Survivor cette année, super bien avec Christian. Le public aux États-Unis était en arrière de Christian all the way. Je veux dire, moi j'allais sur les forums de discussion, puis les forums se sont réactivés par rapport à Survivor. Pourquoi? À cause de Christian. Le monde adorait Christian. Christian, c'était the man. Un peu comme Rupert l'avait fait un peu plus tôt dans Survivor. Fait que c'est ça que la production ne comprend pas. Et si tu ne permets pas au public de bien connaître tes joueurs dès le début, ou de, justement d'apprendre à les connaître. Jonathan dans Occupation Double a eu cette problématique-là. Au début, on ne le voyait pas. OK, il est là, c'est correct. Là, on a commencé à voir les gars qui bitchaient sur son cas. Pourquoi qu'il biche sur son cas? Les filles ont l'air de l'aimer. Il fait-tu quelque chose de pas correct? Il fait-tu... Et là, on a commencé à le voir dans ses activités, dans le voir... Puis là, on l'a fait évoluer et on a commencé à apprendre à l'aimer. Alors que les autres ont commencé à apprendre à les détester.
Et c'est ça, dans le fond, la dynamique d'une télé-réalité. C'est ton joueur. C'est quand tu places ton joueur face à une situation X, comment il va réagir et est-ce que tu apprécies de comment il réagit. Et on l'a vu avec Jonathan, ça a été ça avec Occupation Double. Ça a été le fait que comment il réagissait face aux activités, comment que, il n'a pas essayé de crosser Maude, d'y faire à croire qu'il l'aimait ou n'importe quoi. Il a resté intègre, puis le monde a aimé ça. Le monde a embarqué là-dedans. Et c'est le problème des téléréalités, ils ne comprennent pas ce principe-là, que le but de la production d'une téléréalité, c'est de mettre en place des situations pour que le public voit le joueur et comment il s'adapte à ces situations-là, comment il va s'adapter par rapport aux épreuves qu'il va avoir devant lui. C'est ça le but. Et quand tu as tous tes joueurs au début, ben tu peux voir ce changement-là, tu peux voir le joueur évoluer là-dedans. Mais quand tu rentres en plein milieu de jeu, ça marche pas. C'est pas un concept qui fonctionne. Parce que c'est comme, OK, lui, je le connais pas. OK, il vient d'arriver une situation. Mon Dieu, ouais, il est-tu de même pour tout le temps? C'est-tu juste parce qu'il vient de rentrer puis il essaie vraiment de faire sa place? Il est pas sur un pied d'égalité. Et ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Fait que, puis tu sais, je vais prendre encore l'exemple d'Occupation Double l'année passée. Alexandra a gagné à la fin avec Adamo. Mais on s'entend-tu que c'est pas Alexandra qui a gagné? C'est plate. C'est peut-être une super de bonne fille. C'est Adamo qui a donné la victoire. Pourquoi? Parce qu'on a eu le temps d'apprendre à aimer Adamo. On a pris le temps d'arriver, d'apprécier qui était, la façon phonée, puis tout. Mais sincèrement, Occupation Double l'année passée aurait eu un gagnant. Adamo aurait gagné. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, si ça n'avait pas été un couple, Adamo gagnait. Peu importe. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, c'est pas... le but d'arriver, puis la structure qu'il faut que tu montes pour une télé-réalité comme ça, c'est de mettre en place des événements qui vont pousser le joueur à faire des choix. Et c'est ces choix à lui qui font en sorte que ça te fait un show de TV. Et là, le casting devient important. Parce que ce que tu veux, c'est un joueur qui va soit faire des choix de merde ou des choix tellement nobles que le monde va l'apprécier ou le détester pour ça. Qui va faire des choix que le monde ne s'attendront pas. Quelqu'un d'imprévisible, entre autres. Tu sais, je veux dire, et c'est pour ça de monter un casting qui a ces qualités-là, ces défauts-là, pour dire, écoute, si on y sac une situation de même, il va te sauter sur l'occasion en pieds joints, puis il va avoir l'air d'un épais à TV, puis ça va faire le show. Parfait! Prends-les, puis utilise-les, parce que tu le sais qu'il va réagir de façon épaisse. Pas de problème. Mais c'est ça. Ton casting devient important à ce moment-là. Fait que, je pense que cette dynamique-là est pas comprise dans XOXO. Je pense qu'elle n'est pas comprise non plus dans OD. Et ça, c'est sûr que si j'avais le contrôle d'une télé-réalité comme XOXO, c'est probablement quelque chose sur lequel je miserais énormément. Je le sais que c'est les joueurs qui font 80% de l'action. Fait que c'est de monter des situations par rapport à eux pour les mettre dans ce genre de situation-là. Comme je vous dis, les situations d'échange entre conseillers, ça peut être une idée, mais aussi des événements plus spécifiques. Présentement, XOXO est toujours par rapport à des groupes. Faut que tu choisisses un groupe. Faut que ça soit en groupe. Tu sais, c'est toujours des histoires de groupe. Mais c'est dans le un contre un, on pourrait dire, ou un avec un, que c'est là que tu vois comment que la personne va mieux réagir, je pourrais dire. On le voyait, Nathan, quand il était en groupe, il était beaucoup plus effacé. Alors que quand il était un à un, ben là, il pouvait avoir de l'action qui se passait. Un à un avec Justin, entre autres. Un contre un avec Manuel. Et je veux dire, il y a des situations comme ça. Il faut que tu les fasses shifter entre les situations. Ce que XOXO n'a pas été capable de faire. Bon, les autres changements qu'il pourrait avoir, comme je dis, donner du pouvoir aux conseillers, avoir des conseillers de qualité, je pense que le fait de dire « Ah, ben, je gagne XOXO », je pense que c'est de la merde, en mon sens. Et tu n'auras pas des conseillers de qualité en arrière de ça. Je pense que tu pourrais aller chercher une idée de, malheureusement, Celebrity Apprentice, entre autres. De dire, écoutez, chaque conseiller, oui, il obtient son salaire pour être là, mais en plus, le conseiller qui gagne 50 000 $ pour son œuvre de charité. Là, tu vas peut-être avoir des conseillers qui vont être
beaucoup plus, qui vont avoir beaucoup plus de valeur. Imaginez-vous des gens, je sais pas moi, comme Grégory Charles, même s'il ne fitterait peut-être pas dans ce concept-là. Je parle juste de faire, vous auriez peut-être la chance d'avoir des conseillers d'une classe supérieure plus connus, plus appréciés du public, qui feraient comme, t'as peu, je gagnerais 50 000 pièces ou 100 000 pièces pour mon œuvre de charité si je vais faire cette télé-réalité-là. Tu sais, pour, je sais pas moi, pour Opération Enfant Soleil ou pour le cancer du sein ou pour n'importe quoi, tu sais. Hey, ça commence à être du beau cash, puis ça te fait une belle visibilité d'arriver à dire je me bats pour ma fondation, la fondation qui me tient à cœur. Là, tu commences à jaser, là, tu commences à avoir de ce que j'appellerais des A-listers, là, des joueurs de premier plan, là, des conseillers de premier plan, fait que du monde qui normalement accepterait peut-être pas une job de même, mais il pourrait peut-être là tout d'un coup faire comme ben c'est intéressant à cause de ça. Tu sais, de te battre pour une fondation, de te battre pour une œuvre de charité, il y en a beaucoup qui aiment se battre puis prendre le temps, puis ça lui donne une belle image, ça lui donne une belle visibilité. C'est un 3 mois bien investi à leurs yeux, puis les causes lui tiennent à cœur. Fait que, encore là, tu vas chercher, fait que ça pourrait être quelque chose comme ça. Le gagnant, à fin, gagne 50, 75, 100 000 pièces pour son œuvre de charité que l'émission donne. Puis à ce moment-là, ben, ça aurait l'air d'un show beaucoup moins superficiel. C'est comme, hey, en plus, le show donne cet argent-là à une œuvre de charité au final. Crime. Fait que je pense qu'on enlèverait un côté superficiel en arrière de ça, de juste des guerres d'ego comme on a eu avec Olivier Primo et Elisabetta. Puis on aurait probablement des joueurs plus de premier plan en tant que conseiller. En gardant le concept de coupe, je pense que d'emmener le fait que d'élimination à l'heure actuelle, parce que je voulais vous parler d'élimination, les éliminations sont mal faites. Premièrement, il y a eu trop de twists par rapport aux éliminations. Tu sais, le fait de rentrer les filles, d'en éliminer sur le tapis rouge au début, après ça, d'en éliminer directement rendu dans les penthouse, je trouvais ça, man, c'est donc ben... c'est... Il y a eu... Puis le fait que les gars éliminaient des filles, mais que des conseillers éliminaient les gars, et que là, ça amenait la dynamique de... Ah ben, j'essayais d'éliminer ton couple comme ils ont fait avec Mathieu et Valérie, pour pas que l'autre conseiller gagne, mais ton but, c'est de créer des coupes. Je pense que ce genre de chiffre de pouvoir-là est pas bien fait, est pas bien monté. Il faudrait vraiment que l'élimination se fasse de façon différente. Comme je disais, si c'était, par exemple, l'équipe qui perd quelque chose, que ce soit une compétition, que ce soit... Tu sais, si c'était monté, peu importe comment c'était monté, que ça allait rapport avec le conseiller, que ça allait rapport avec les équipes directement, ben au moins à ce moment-là, mettons que l'équipe perdante élimine quelqu'un entre eux, ou là à ce moment-là, dans les deux autres équipes choisissent qui part, mais tu laisses ça entre les mains des joueurs et non pas dans les mains des conseillers. Moi, à mon sens, les conseillers devraient être là pour essayer de mettre le pion en place, essayer de provoquer des choses, mais ne devraient pas avoir un impact direct de dire non, lui on l'élimine, parce que à partir du moment où tu es dans une télé-réalité et que tu laisses choisir des gens qui ont accès à toute l'information, tu élimines tout l'aspect stratégique que les joueurs peuvent avoir. Puis le meilleur exemple, c'est Nathan. Je veux dire, même si Nathan s'est rendu à la fin, les conseillers ne l'aimaient pas, ne voulaient pas le voir rendu à la fin, ils ont forcé beaucoup pour le sortir. Le pouvoir aussi contre Jake avec Léane, c'est comme vous êtes au courant d'affaires de l'extérieur. Vous voyez les shows, vous voyez ce qui se passe en dehors du show. D'avoir le pouvoir d'éliminer les joueurs, moi, à mon sens, les joueurs ne sont plus des joueurs. Imaginez-vous si dans une game de hockey, c'est l'arbitre. Puis je le sais qu'il y a du monde qui va dire ouais, l'arbitre décide souvent de la game. Mais imaginez-vous que c'est même pas l'arbitre qui réussit, c'est comme le gérant de l'équipe qui est sa patinoire ou je sais pas moi, Gary Bettman qui fait sa sélection, de ouais, finalement cette équipe-là a perd. Puis je comprends des fois le monde dit bon, les arbitres c'est faussé puis ils crossent le système puis tout.
Moi, je pense que souvent, c'est plus de l'ignorance que d'autres choses. Ils ne voient pas ce qui se passe sur le jeu. Mais bon, bref, on pourrait s'ostiner là-dessus. Mais tu sais, c'est donner du pouvoir comme ça à des gens qui ne jouent pas sa game. Ça m'énerve. Moi, je pense que le pouvoir doit rester dans les mains des joueurs. Puis en donnant le pouvoir aux joueurs, il faut qu'ils assument le pouvoir qu'ils ont. Et c'est ça qui est important dans une télé-réalité. Ça aussi, ça fait du show. Quand c'est le joueur qui assume le pouvoir qu'il a entre les mains, qui élimine un joueur, qui trahit un autre joueur, qui fait un move, qui fait... Ben, c'est ça qui donne du show aussi. Fait que le conseiller pourra avoir certaines tweaks, certaines twists pour avantager son équipe ou désavantager les autres équipes, peut-être les gagner au fil du temps, peut-être, peu importe comment qu'on l'amènerait, mais pas d'avoir le dernier mot sur qui part. Et surtout de pouvoir partager l'information qu'il a, l'information privilégiée qu'il a de l'extérieur à son équipe, alors que ton but, c'est de créer des coupes. Tu sais, c'est ça la dynamique qui fait chier là-dedans. Si c'était du combat de joueurs, je vous dirais c'est tel que tel, mais le fait de créer des coupes, puis que là tu essaies de mettre de la marde dans l'autre coupe, puis des affaires de même, il faut que ça se sache à l'interne. Tu as d'autres solutions que tu pourrais utiliser par rapport à ça, mais je trouve que ce soit les conseillers qui éliminent un gars, c'était beaucoup de pouvoir, à mon sens. Parce que justement, ils peuvent dire, bon, ben, tu sais, tel joueur, il ne fitera pas avec personne. Alors que peut-être s'il avait donné la décision aux filles, peut-être que les filles auraient choisi exactement la même chose parce que, veut pas, la consultation était faite sur une base comme ça. Mais peut-être que les filles auraient choisi autrement s'il n'y avait pas eu l'influence du conseiller. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient améliorer le concept de XOXO. Sincèrement, il y a sûrement d'autres éléments aussi que j'amènerais. C'est un sujet qui serait vaste à parler. Si on parlerait de règles pour chaque règle, les twists que j'amènerais, il y en a un paquet. De là à dire, est-ce que ça rendrait vraiment le show extraordinaire? En mon sens, ça ne serait jamais à la hauteur d'un Survivor, jamais à la hauteur d'un Big Brother. Ça va être un show qui pourrait devenir bon, peut-être compétitionner au OD. Sincèrement, j'y croirais. Mais ça deviendrait jamais un show de premier plan. Au Québec, peut-être, mais je veux dire, je pense que tu es toujours limité à partir du moment que tu recherches des coupes parce que la recherche de coupe est hypocrite. La recherche de coupe sert à satisfaire une part de l'auditoire et c'est pas une part majoritaire, mais c'est la part d'auditoire que les producteurs écoutent. Je pourrais toujours en discuter à un autre moment donné. Je vais peut-être en parler avec OD, peut-être dans mes Q&A. Je sais pas où est-ce que je pourrais placer ça. Mais j'en ai parlé un peu dans mes autres vidéos. La production ne veut pas nécessairement plaire... Ben oui, la production aimerait plaire à la majorité, aimerait avoir des grosses cotes d'écoute. Le problème, c'est qu'ils ont une vision fermée. Moi, ce que j'ai l'impression par rapport aux gens qui font de la production de télé-réalité, c'est exactement comme un politicien qui s'adresse à son monde dans un congrès. C'est super facile de dire à ton monde durant un congrès politique de voter pour toi. Puis de sortir de là et de dire « Regardez, tout le monde m'aime! » Ben, c'est exactement ce que les producteurs font. De dire que la majorité veulent voir des affaires de coupe à TV, c'est facile quand la seule chose que tu regardes, c'est tes gens qui sont sur le plancher du congrès qui sont déjà des convaincus. L'histoire n'est pas la même quand tu commences à parler à ceux qui sont pas convaincus. Tu sais, puis je vais vous... L'anecdote que je vais vous parler, c'est... tu sais, moi j'avais connu quelqu'un que j'avais discuté de politique qui était souverainiste, puis j'avais dit, oui, mais pourquoi vous allez jamais en parler en Beauce, entre autres? Ouais, mais la Beauce, on ne gagnera jamais en Beauce.
C'est sûr que si tu penses, tu as une mentalité de même, puis que la seule et unique pensée que tu as, c'est comme, ben oui, ben nous autres, on va aller parler de souveraineté en basse-ville de Québec ou au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ben tu risques d'être entouré de convaincus. Puis même à ça, à cette heure, c'est plus le cas, mais en tout cas, avant, c'était ça. Quand tu t'entoures de convaincus, puis tu te fais dire exactement ce que tu veux entendre, ça va bien. Puis c'est sûr que tu vas toujours rester dans ta ligne de pensée. C'est quand tu sors de ces sentiers-là, puis que tu vas voir le monde qu'ils ne sont pas convaincus, que là, tu te rends compte que finalement, les histoires de couple, la majorité n'aime pas ça. Que la majorité, c'est pas ça qu'ils veulent voir. Que le monde écoute ça des fois, mais pour rire de toi. Et non pas, tu sais, pour s'amuser de toi. Tu ne crées pas l'envie d'écouter ton show. Le monde l'écoute des fois on the fly, simplement pour faire comme ah, c'est donc bien épais. C'est pas ça que tu voudrais créer normalement avec une télé-réalité. Tu sais, moi, je connais pas personne qui fait comme ah, moi, j'écoute Survivor parce que c'est tellement épais. Personne écoute Survivor parce que c'est épais. Tout le monde va écouter ça à cause de la qualité du show que c'est. Fait que, puis malheureusement, les producteurs de télé-réalité au Québec, c'est un peu ça. Ils vivent dans une bulle. Ils se font flatter leurs égos, leur mentalité par rapport aux histoires de couple, parce qu'ils ont des espions sur les forums de discussion québécois. Ils ont des gens qui sont corrompus sur les réseaux de forums de québécois. Puis ils lui disent oui, c'est l'histoire de couple. Ben oui, les histoires de couple, c'est merveilleux, les histoires de couple. C'est ce qu'on veut voir, les histoires de couple. Ils comme ah ben, tu sais, notre auditoire qui est corrompu puis qui travaille pour nous autres nous dit que c'est l'histoire de couple. Fait qu'on va continuer de même. Et tant que ça va être cette mentalité épaisse-là, ça va être ça. Ça va être juste ça. Fait que, puis Love Story a risqué à l'époque, mais même à ça, a risqué, puis s'est rétracté, a eu peur, a shifté un peu. C'était chambranlant quand même, les affaires. Là. Fait que, je pense qu'à Love Story 4, ils sont allés all-in. Mais moi, je m'étais déjà fait dire, puis tu sais, c'est surprenant, mais moi, je me suis déjà fait dire par un producteur de Love Story, de dire ouais, mais à Love Story 4, tu sais, t'étais stratégique, tout, mais tu sais, le monde voulait voir les relations de couple de Delphine, puis Thomas, puis Mathieu Casse et Elodie. La majorité, c'est ce qu'ils voulaient voir. Puis moi, je les avais dit à ce moment-là, c'est qui vous a dit ça? Ben, il en parle partout ces forums de discussion. Ouais, mais les forums de discussion, c'est pas ton public que tu essayes d'aller chercher. Ça veut pas nécessairement dire. Moi, je sais pas, là. Et puis peut-être que vous pouvez me dire aujourd'hui que je suis dans le champ. Mais j'ai jamais entendu personne dire hey, mon Dieu, que c'était excitant de voir Delphine puis Thomas s'embrasser, ou leur relation de couple, ou Mathieu Casse et Elodie. Moi, sincèrement, j'ai jamais entendu ça, là. À ma sortie du love, j'en ai entendu un peu. Ah, il était cute. Ouais, c'est ça. Mais ces forums de discussion, oh mon Dieu, eux autres, ils sont écœurants. Mais malgré tout, c'est moi qui avais le plus de pages de discussion, qui avait les plus gros fan clubs, qui avait les plus gros... Oh non, mais ça, c'est une erreur. La majorité, ils veulent des histoires de couple. C'est ça quand même que le producteur m'avait dit. Fait que c'est pour ça que je dis, ils vivent dans une bulle. Ils voient que la bulle, il y a de moins en moins de monde qui l'écoute, mais ils se trouvent des excuses pour expliquer qu'il y a de moins en moins de monde qui les écoute. Fait que c'est comme, ah ouais, mais là, le monde écoute ça sur Internet. Ouais, ben le monde écoute moins à TV. Ouais, ben là, tu sais, le public plus jeune n'écoute pas vraiment la télé-réalité. Christ et Kardashian à Musique Plus, dont tout le monde se calisse qu'il y a des codes d'écoute. Voyons, toi, les jeunes, ils l'écoutent. Les jeunes écouteraient de la télé-réalité. C'est bonne, ta télé-réalité, là. Mais non, ils veulent pas réfléchir à ça. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, je veux élaborer, tu sais, qu'on le veuille ou non, oui, le concept de XOXO, il y a des choses qui peuvent être améliorées, mais tu as toujours une limite que tu peux atteindre aussi par rapport à ce concept-là, parce que c'est basé sur des histoires de couple. T'es limité sur le genre de twist que tu peux emmener, t'es limité sur le type de joueur que tu peux emmener. Et t'es limité aussi sur les finales que tu peux avoir. Tu sais, je veux dire, tes joueurs, tu limites tes joueurs de la façon qu'ils vont jouer. Parce qu'ils vont être obligés d'être en couple. Tu sais, ils n'ont pas le choix, là. Puis on l'a vu avec Occupation Double cette année. Ça leur a été tellement merveilleux
de laisser Jonathan Maud se rendre en finale. Parce que ça leur a ouvert la porte de dire, écoute, on est prêt à laisser... Non, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. Ils veulent conserver ce concept-là. C'est un concept de merde, mais ils sont sûrs que c'est le bon concept. Tu sais, quand tu es sûr, tu t'en vas directement vers les flammes de l'enfer, mais tu es sûr que ton concept, il marche. Fait que c'est pour ça que XOXO, comme Occupation Double, c'est des concepts qui sont très limitatifs. Tu peux pas faire n'importe quoi. Parce que, tu sais, le fait qu'un couple gagnerait à la fin, mettons, par hasard, tant mieux. Moi, je serais content. Ça me dérangerait pas. Mais pas par obligation qu'il faut que tu sois en couple pour gagner. XOXO, c'est ça. OD, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, tu fermes énormément de portes. Énormément. Fait que bref, j'espère que ça a répondu à ta question, Michel. J'ai élaboré quand même pas mal. Comme je te dis, oui, c'est sûr qu'il y a plein d'autres affaires qui pourraient être ajoutées. Oui, j'ai un paquet d'idées par rapport à ça, mais c'est plus des idées spécifiques. Fait que là, ça serait tout dans le concept. Il faudrait changer le concept à la base. Il faudrait changer beaucoup de choses, la structure, comment que les conseillers fonctionnent, les activités, ces choses-là, pour vraiment pour vraiment mettre en place les idées une par une, les petits twists peut-être pour aider le jeu à être plus intéressant, mais déjà avec une mouture plus attrayante, comme je disais tantôt, de restructurer ça un peu, d'éliminer le superflu puis les innocenteries qu'on a vus jusqu'à maintenant là, dans XOXO. Je pense que déjà là, ça sera un bon point de départ sur lequel bâtir, puis après ça, tu peux y aller de saison en saison. Fait que c'était mon dernier vidéo sur XOXO. Si vous avez d'autres questions, d'autres commentaires, laissez-moi là en dessous du vidéo. C'est certain que je ne referai pas une vidéo sur XOXO. Par contre, au pire, je pourrais toujours greffer vos questions à mes vidéos de questions-réponses qui vont venir un peu plus tard en décembre puis en janvier. Ça va me faire super plaisir. Alors, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez soin de vous autres. Puis on se dit à la prochaine. Bye bye.